Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Weber, une pensée complexe. Porter une analyse économique sur l'hypothétique corrélation entre le protestantisme et le capitalisme relève de la gageure. En effet, la tendance à l'autonomisation de l'étude économique de la sphère socio-culturelle et a fortiori de celle de la religion est un courant dominant. En complexifier la démarche par l'intégration de ce concept dans un contexte de pauvreté est ainsi un double défi. L'attractivité d'un tel enjeu est d'autant plus forte que le sujet d'étude ne peut s'appréhender que par une démarche transversale. Loin d'être un sujet exclusivement théorique, le présent essai propose une approche pluridimensionnelle et institutionnelle qui ne prétend pas à l'exhaustivité, mais qui rendra compte de l'aspect pluricausal de la pauvreté. En 1905 fut publié l'ouvrage du socio-économiste allemand Max Weber, 1864 à 1921, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui présenta sa célèbre thèse sur l'affinité entre l'éthos du calvinisme puritain et la mentalité de l'entrepreneur capitaliste. Ce postulat de Weber a été critiqué par certains chercheurs, mais parallèlement, a suscité l'engouement d'autres savants qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas près de s'éteindre. En tout état de cause, l'intérêt porté au personnage et à ses réflexions témoigne du respect du monde intellectuel et scientifique à son égard. Ses collègues du courant appelé les écoles de Heidelberg, tels qu'Ernst Troeltsch et Ferdinand Jacob Schmidt, partagèrent ses analyses, et ses œuvres ont touché diverses disciplines telles que la sociologie, l'histoire, la théologie, voire la philosophie, mais peut-être un peu moins en économie, quand bien même cette thèse séculaire de Weber étudiant les rapports entre le capitalisme et le protestantisme figure parmi les théories économiques de référence. Soumise à diverses critiques, Biellet, Facchini, Tonnet, Hauser, Doumergue, Gouaillot, etc., mais également citée comme une référence en sciences sociales, Dupuy, Edouin, Boudon, Habermas, Caillé, etc. L'étude de Weber a été plus ou moins ignorée par les économistes orthodoxes sous l'influence triomphante de la théorie économique néoclassique. En revanche, les économistes de la Convention, les institutionnalistes, Edouin, etc., les hétérodoxes, Orléans, Aglietta, etc., considèrent la théorie weberienne comme un élément important de leur recherche. Ceci est d'autant plus compréhensible que longtemps dominée par l'approche quantitativiste et modélisatrice, la vision orthodoxe de l'économie, le fameux mainstream, a plus ou moins écarté l'analyse de Weber vers un domaine plus sociologique. Cette démarche plus ou moins exclusive s'explique également par une vision qui cloisonne les différentes disciplines et qui les a longtemps empêchées de dialoguer. De l'autre côté, Max Weber n'est pas un auteur facilement classifiable dans l'histoire des pensées économiques dominantes, et il était de ce fait tentant de le situer à la marge de ses pensées, quand bien même certaines de ses analyses ont intrigué comme le concept de l'idéal type, ou son vif intérêt pour le débat sur la rationalité qui le rapproche des marginalistes. Le contexte socio-économique de son ouvrage se situe dans cette Allemagne de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, qui vit un capitalisme industriel allemand triomphant. L'Allemagne recensa, mis à part les communautés juives numériquement faibles, des protestants dans les Länder, systématiquement plus riches et plus prospères que les catholiques et occupant les places les plus élevées dans la hiérarchie des entreprises. Weber avait attiré l'attention en reliant la prospérité des familles, des communautés et des nations à leur religion. Cette approche aborde l'influence majeure de l'éthique et de la pratique protestante dans l'avènement et la prépondérance du capitalisme. Cette question a suscité notre vif intérêt, dans le sens où l'analyse de Weber relève une complexité particulièrement dense. En effet, parallèlement à l'individualisme, dont Weber reste une référence déterminante, se positionne une analyse portée par le même auteur sur l'impact d'une institution qu'est le protestantisme. Cette approche par l'institution intrigue, dans le sens où l'individualisme dont il se réclame sans être remis en question se trouve a priori contrebalancé par la structure. Ce qui, de ce fait, nécessite une analyse éclairante, afin de mieux situer la posture économique d'un auteur qui s'est toujours prévalu de son statut d'économiste. Si l'analyse de Weber a tant soulevé d'ambiguïté ou d'interprétations contradictoires, c'est que son analyse ne peut être enfermée dans une optique cloisonnée ou toute forme de pensée unique. En effet, il était toujours allé au-delà de toute forme de monisme.
S'il est critiqué comme un relativiste par exemple par Léo Strauss, 1986, à l'image de cette science de la réalité qu'il voulait défendre, celle-ci peut contenir une vérité et son contraire, un dualisme qui n'est pas forcément dichotomique ou binaire. C'est pour cette raison que des affinités peuvent être relevées entre Weber et l'école historique allemande de l'économie de Gustav Schmoller, de Marx, de l'école classique ou encore des marginalistes. Une vision ambivalente dans une approche orthodoxe et dichotomique, mais parfaitement concevable dans une approche par la complexité. Bien qu'il l'ait fortement nuancée, l'hypothèse d'une explication culturaliste du développement, concomitante à la place de l'éthique dans le développement du capitalisme, est le postulat de Weber, le dissociant aussi bien de Marx que des économistes néoclassiques. Pour autant, la religion et par extension la culture ne sont pas pour Weber le principal moteur de développement et il serait illusoire, voire hors sujet, de prétendre que le capitalisme serait le produit de la réforme ou qu'il y ait un lien de cause à effet direct. La pensée de Weber évoque plutôt le climat favorable, la confiance que la religion réformée aurait suscité pour favoriser le développement économique, et qui intègre bien évidemment une croissance minimum. Il tenait surtout à expliquer que ce n'est pas le protestantisme qui avait engendré le capitalisme. D'ailleurs, plus aucun universitaire ne soutiendrait une telle thèse, mais plutôt que le capitalisme a trouvé au protestantisme et à son éthique un terreau favorable qu'il qualifia d'affinités électives. Comme le rappelle bien Desclercq, 1995, la thèse de Weber est donc très subtile. Weber ne prétend pas que le développement soit déterminé par la religion. Il s'en défend avec la dernière énergie. Il est hors de question de soutenir une thèse aussi déraisonnable et doctrinaire qui prétendrait que l'esprit du capitalisme ne saurait être que le résultat de certaines influences de la réforme. Ce postulat n'est pas en soi inédit. Il fut partagé par divers auteurs de son époque à l'image de l'œuvre littéraire de Thomas Mann en 1901 relatant le conseil d'un père protestant allemand dénommé Buddenbrook à son fils qui résume bien cette affinité capitalistique. Travail, prix et épargne. Selon Marx, le capitalisme peut s'enraciner partout, contrairement à Weber dont l'interprétation de ces idées aboutit à l'adaptabilité du capitalisme uniquement dans certains contextes concomitamment à une histoire, des croyances et des valeurs. Dans une approche par la pensée économique, et dans son analyse du capitalisme et de l'effort individuel par l'épargne et l'accumulation primitive du capital, E. Mandrara, 2003, inscrit Weber en droite ligne d'une conception smithienne. L'éthique protestante s'accommoderait donc de cette approche classique de l'économie. Mais si les libéraux et Marx ont eu recours à l'étude systémique de l'économie, Weber ne s'y intéresse outre mesure. Weber n'analyse pas le capitalisme en tant que système. Abir 2006 le confirme par les termes suivants. On reconnaît ici la défiance de Weber à l'égard de ce qu'il appelle les concepts collectifs, et sa volonté de rapporter l'explication des structures sociales à la compréhension des comportements individuels. Ce qui semble habile, car cette approche individuelle a permis à son analyse du capital, cet élément de l'actif de l'entrepreneur, d'éviter les grands débats et les grands critiques à propos de son impact réel sur la croissance et le développement d'un système ou d'un pays. Avant de plonger dans les sinuosités de l'analyse de Weber, les premières interrogations déductives qui s'imposent sont nombreuses. Si le protestantisme avait pu influer sur le développement du capital, ce postulat aurait-il pu s'appliquer dans un contexte de pauvreté tel que le cas malgache ? Le protestantisme peut-il être un catalyseur d'un dynamisme économique ? Peut-il y avoir des éléments qui seraient indispensables pour que cette théorie weberienne puisse s'y appliquer ? Le constat de la prédominance de la pauvreté à Madagascar ne peut que faire douter en effet de son aptitude à intégrer le capitalisme, dans le sens d'un développement de l'entrepreneuriat ou industriel. Pourquoi le protestantisme malgache supposé promoteur d'un ascétisme intramondain malgache n'aurait-il pas permis l'éclosion d'entrepreneurs capables de perdurer et croître dans le temps ? Ce constat d'échec ne s'adresse pas spécifiquement au protestantisme mais l'interpelle. J. Ramamonji Soa était arrivé à un constat plus que mitigé. Nous, protestants malgaches, avons très rapidement hérité des mœurs puritaines des missionnaires mais le dynamisme économique des protestants n'a pas été transmis, ou n'a pas été reçu. La réponse standard souvent ressassée est que
La pauvreté structurelle est incapable de dégager une épargne susceptible de se constituer en capital. Mais Madagascar est-elle si pauvre en ressources, aussi bien physiques qu'humaines ? Pour justifier la progression dans cette analyse de l'applicabilité du concept de Weber, le premier point consiste à situer Weber dans l'histoire des pensées économiques, pour que son analyse puisse être classifiée dans la littérature économique. Il s'agit d'une démarche de légitimation de son œuvre comme d'essence économique, quand bien même celle-ci n'a pas toujours été reconnue comme telle par l'économie orthodoxe dominante. Ainsi, pour ce faire, il s'agit de procéder par une analyse historiciste et une approche comparative avec les différentes pensées économiques, pour aboutir à une hypothèse de son intégration dans l'institutionnalisme économique, une pensée longtemps voilée par le mainstream mais qui est parfaitement légitime comme outil, bien évidemment non exclusif, pour penser l'économie. Ce qui permettra de jeter les bases de l'analyse de l'applicabilité dans une optique institutionnaliste, historiciste, pluridisciplinaire des sciences sociales de la réflexion économique et évidemment dans le contexte malgache. Tout au long du développement, la théorie de la complexité sera l'outil indispensable, explicatif des postures intellectuelles. Il s'agit de recourir au concept d'Edgar Morin dans la démarche analytique de cette complexité du réel, pour mieux appréhender et mieux comprendre la problématique sans être amené à affirmer une certitude qui peut n'être que subjective. La certitude est l'écueil à éviter. L'objectif est d'ouvrir des champs d'analyse pour que des éléments puissent être dégagés afin de cerner certaines causes de blocage de développement dans le cas d'espèces malgaches, et voir les apports et les limites du protestantisme malgache dans les comportements économiques individuels. L'épistémologie de la complexité affirme qu'un objet complexe n'est pas un objet qui serait seulement plus difficile à connaître, mais bien un objet que l'on ne peut jamais prétendre connaître complètement. Edgar Morin préconise 4 concepts qui sont a. La dialogique, pouvant se définir comme la coexistence de logiques ou processus contradictoires ou antagonistes. Cette présence est nécessaire et complémentaire. Elle se distingue de la dialectique par le fait qu'elle ne recherche pas systématiquement la synthèse. L'approche positiviste est difficile dans une société encore en construction. B. La récursion organisationnelle, boucle de rétroaction où les produits et les effets sont en même temps cause et producteurs de ce qui les produit. Ainsi, la société est produite par des interactions entre individus mais elle-même rétroagit sur ces individus. C'est le principe hologrammatique, revient à considérer que sans ce résumé, le tout et les parties sont liés et donc que l'on peut enrichir la connaissance du tout par les parties et celle des parties par le tout. L'individuel et le global peuvent mutuellement s'éclairer sans toutefois qu'une équation simple, consistant à additionner des intérêts ou comportements individuels puisse donner la clé de compréhension du global et vice-versa. D. Le métapoint de vue, qui, sans permettre une observation parfaite, inclut à la fois la chose observée, son environnement et l'observateur forcément influencé par eux. En analysant le comportement économique du protestant, le recul est une posture obligatoire, mais l'analyse est produite par quelqu'un appartenant à ce système. La complexité de l'analyse. Bien qu'il fût indiscutablement héritier de certaines idées orthodoxes, Weber s'inscrit dans une lignée d'économistes hétérodoxes. Ces derniers ont abandonné l'hypothèse de l'homogénéité, des facteurs, des individus, des firmes, des nations, et par conséquent ne peuvent ignorer les aspects complexes de la réalité. Ils ne recherchent pas forcément à simplifier cette réalité, notamment ce qui touche la personne de l'être économique. À l'instar de F. Pérou par exemple, la démarche de Weber ne peut être ramenée à un concept de réification de l'homme en capital humain, simple outil de production, même si c'est au prix d'une complexification de l'analyse économique. Au-delà de l'appréciation économique et ou sociologique de la thèse de Max Weber sur les rapports entre le capitalisme et le protestantisme, force est de constater que loin de simplifier la lecture de cette relation entre convictions religieuses et comportement économique, sa thèse est doublement compliquée car d'un côté, elle retrace toute la complexité du processus réflexif de l'homme dans ses décisions et ses attitudes, et de Autre. Weber aligne des paradoxes intimement briqués qui sans doute lui furent indispensables pour soutenir sa pensée. Ces paradoxes sont a priori ascétisme protestant et hédonisme capitaliste, prédestination et œuvre, profit et non-consommation,
communauté et action individuelle, désenchantement du monde et puritanisme protestant. Rationalité et foi. Auxquelles se rajouteront les spécificités du protestantisme malgache qui inclut une particulière prédisposition au pouvoir. De ce qui précède, la présente analyse, à l'instar de celle de Weber, sera également assez complexe, car en outre, elle va considérer l'homo malagashi, protestant. Il s'agit de procéder à une analyse économique qui situe l'homme comme non seulement un sujet subissant le marché, mais un centre de décision autonome influencé par son histoire, ses expériences, sa société ambiante, sa religion et sa croyance qui sont autant d'institutions influentes. La démarche se positionne pour un refus de la réification de l'homme, quand bien même l'importance d'une approche par la rationalité est indiscutable. Cette approche hétérodoxe et cette complexité induisent des analyses qui s'écartent de l'économisme, mais qui intègrent une dimension pluridisciplinaire des faits et des réalités économiques. La démarche transversale est ici indispensable pour appréhender notre monde, et plus particulièrement au contexte d'un pays en situation délicate comme Madagascar. Cette approche est donc renforcée par la pensée de la complexité de Morin, et rejoint les propos de Thomas Piketty, auteur de Le Capital au XXIe siècle, 2013, qui s'est exprimé dans ces termes: « J'essaie plus modestement de contribuer à développer une économie politique et historique plus soucieuse des relations avec les autres sciences sociales. Je crois en la nécessité d'une approche multipolaire et pluridisciplinaire de la recherche. » Si la question portant un jugement de valeur sur le capitalisme reste une problématique récurrente, surtout en cette période de doute liée aux crises financières, le capitalisme évoqué ici est identifié au développement d'un entrepreneuriat dynamique, à la base d'une allocation se voulant harmonieuse des ressources accumulées. Ce capitalisme malgache évoqué ici ne prétendra pas dominer totalement ou métamorphoser cette économie primitive ambiante, encore appelée économie substantive par Karl Polanyi, mais aspirera surtout à assurer une croissance suffisante pour faire face à cette démographie galopante et garantir un développement humainement acceptable. Sans s'opposer aux analyses économétriques, statistiques et mathématiques de la macroéconomie à Madagascar, la présente analyse est fermement persuadée que l'économie malgache, comme d'innombrables cas, ne peut être seulement appréhendée d'une manière quantitative si on veut saisir cette réalité si complexe, d'une économie compliquée, d'un peuple énigmatique. La validité de la rationalité de l'Homo economicus selon une vision orthodoxe de l'économie ne peut qu'être relativisée, dans une société où se côtoient modernité et primitivité, le profane et le sacré, en bref dans une société syncrétique. Rahara Zafi explique dans son écrit que les Malgaches peuvent s'incliner vers le communisme et le matérialisme, s'intéresser à la théosophie et au spiritisme, revenir à la divination et au pronostic, tout en se revendiquant chrétiens. Notre réflexion est un axe ouvert dans cette perpétuelle recherche de la voie vers notre développement. Elle n'est ni une panacée, ni une théorie exclusive, elle a sa place dans une vision globale non cloisonnée qui ne prétend pas à la vérité absolue. D'ailleurs, notre histoire souvent ignorée et notre histoire économique n'ont encore validé aucune des théories ou solutions proposées. Si l'on admet que cette société et cette économie malgache sont encore en phase de construction, prétendre à une théorie positiviste serait outrecuidante. L'histoire dans une optique institutionnaliste peut éclairer, non dans une tentative de créer des mythes collectifs glorieux ou des reconstructions du passé, mais dans la recherche d'une vision de développement acceptable et réaliste. Partie 1. HETERODOXIEWEBERIENNE dans l'histoire de la PENSE économique. L'institutionnalisme économique. Introduction de la première partie. Weber fut et reste une référence en sociologie.
Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de la sociologie compréhensive qui se base sur l'individu ou plutôt la personne, ainsi que sur les conduites subjectives des acteurs pour déterminer le sens de l'action sociale. Seulement, eu égard à sa littérature et la lecture particulièrement ardue de ses œuvres, classer d'une manière tranchée Max Weber ne serait-ce que dans un domaine de la sociologie est pratiquement impossible. Les interprétations de ses œuvres en sont les preuves, sa lecture suscite des conclusions les plus diverses voire contradictoires. Malgré les critiques, l'intérêt grandissant de différentes disciplines et dans d'innombrables pays pour ses œuvres, reflète quoi qu'on dise, la grandeur de l'auteur. Akaye, 2002, le qualifie comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps et plus particulièrement, l'auteur qui a poussé le plus loin et de la manière la plus spectaculaire, la plus systématique et en définitive la plus convaincante, le projet d'une science sociale, pour dire que non seulement Weber est redevenu d'actualité mais en outre il gagne en autorité. Ce regain d'intérêt concerne divers domaines. Il est également classé comme sociologue de la religion, de la musique, classé aussi comme sociologue historien plus que théoricien rigoureux de la sociologie, et surtout suivant une analyse de sa pensée, la référence de la sociologie historique comparative. La sociologie du droit et la sociologie économique ou socio-économie dont Weber se réclame personnellement, la social-économique, ont été des disciplines qui lui sont également attribuées. Au-delà de la discipline sociologique, la qualité d'historien de Max Weber est aussi indéniable, d'autant qu'il est issu de l'école historique de l'économie allemande. En Allemagne, Weber est reçu comme un historien de l'Antiquité, de la modernisation occidentale, de l'histoire universelle, mais il est également qualifié d'historien du droit et auteur en histoire économique. Docteur et habilité à enseigner en sciences juridiques, sa qualité de juriste n'est pas à démontrer, mais certaines littératures le qualifient également de philosophe, ce qui n'est pas erroné eu égard au grand intérêt que certains philosophes comme Secolio Telen portent à ses pensées. D'ailleurs, Weber pourrait être considéré comme un philosophe de la complexité avant l'heure, et certains paradoxes weberiens pouvant être interprétés comme contradictoires peuvent être éclairés à la lumière de la théorie de la complexité. J.P. Dupuis, par sa remarquable dialectique, remet la thèse Weber dans une position centrale dans l'advenue du monde moderne. Enfin, le plus intéressant ici, c'est sa qualité d'économiste. Cette qualité, en dépit de sa consécration unanime comme le fondateur de la sociologie, est sans nul doute du point de vue professionnel la plus importante. En effet, l'essentiel de la carrière de Max Weber fut celui d'économiste. Il fut professeur d'économie et finance, Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, à l'université de Fribourg. C'est pour sa remarquable interdisciplinarité et cette capacité intellectuelle hors norme qu'il fut qualifié maintes fois d'économiste, juriste, historien, sociologue auquel est ainsi rajouté le qualificatif de philosophe. Cette transversalité remarquable de Weber marque sans aucun doute sa fécondité intellectuelle, mais également la particulière difficulté de son interprétation voire l'incompréhension de sa pensée. En effet, suite à cette transversalité, bien que bon nombre d'économistes l'aient essayé, il est très difficile de classer Weber dans les écoles ou l'une des écoles de pensée économique orthodoxe. Si son attirance pour l'étude du capitalisme et l'accumulation du capital semble marquer son appartenance à l'école classique, c'est loin d'être indiscutablement vérifié, car plus que le capitalisme en lui-même, c'est son esprit qui l'intéresse. Et d'ailleurs il situe effectivement son analyse du capitalisme dans une optique d'un système historique, qui plus est, contingent, donc, dont l'apparition est née du hasard de la combinaison des forces en œuvre pour sa création. Si le protestantisme weberien et le capitalisme smithien aboutissent tous deux à une logique vers le capital, l'objectif ultime smithien n'est qu'un moyen pour la pensée protestante weberienne, interprétation de la pensée protestante selon Weber. Si la réussite capitaliste est la finalité du concept d'Adam Smith, ce n'est pas une fin en soi pour l'esprit du protestantisme de Weber mais le signe d'une élection. N'est-ce pas dans ce sens que l'esprit protestant, sans rechercher selon Weber l'accumulation, se retrouve en affinité avec celui du capitalisme? Le capitalisme est pour lui, bien qu'il n'en soit pas un pourfendeur, un mode de relations économiques qui dirige les sociétés humaines, sans pour autant être la référence absolue pour le nuancer des classiques. Il va au-delà du monisme économique,
et même si cette approche n'est pas toujours bien vue par les orthodoxes, celle-ci présente un intérêt considérable, dans le sens où le cantonnement des disciplines est réducteur. Cette posture est d'autant plus importante que dans le contexte malgache, l'attitude syncrétique est une réalité qui ne peut être cernée par un raisonnement isolé. Chapitre 1. Weber face aux autres courants de PETNSESECONOMIQUES. À l'heure actuelle, il n'y a aucun analyste qui retiendrait le protestantisme comme la cause directe du capitalisme, ou qui admettrait Calvin comme le principal inspirateur de la pensée capitaliste. À la lumière de ce qui a été fait auparavant, il n'est pas possible, d'emblée, d'admettre sans discuter la théorie de Weber. L'analyse historique des sources de la réflexion de Weber s'impose pour mieux le situer, et ainsi entrevoir la possibilité de l'insérer dans le contexte malgache. 1. La méthodologie weberienne, face au débat initié par l'école historique de l'économie allemande. Max Weber fut diplômé en sciences juridiques de l'école historique allemande. Ses études universitaires inclurent aussi, entre autres, l'histoire et l'économie politique, primordiales à l'édification de sa pensée. Il était ainsi au croisement des sciences humaines, d'une transversalité qui caractérisera sa carrière de savant. La science de l'État et du droit, l'économie, l'histoire autour desquelles évolueront ses intérêts intellectuels. Weber s'intéressa de près aux affrontements nés d'une crise de la pensée économique, appelée Methodenstreit, qui opposèrent les tenants d'une tradition historiciste à ceux sous l'influence de Karl Menger qui voulaient affranchir l'économie de l'histoire, et donc plus généralement du contexte, pour en faire une science théorique sous l'égide de lois abstraites qui transcendent les phénomènes sociaux. C'est à l'origine du marginalisme et de l'économie générale, qui jusqu'à actuellement ont pu s'imposer d'une manière significative dans les études économiques. La position de Weber sur ce débat est originale. Il a témoigné de sa reconnaissance le fait que les économistes dits purs aient fait la différence entre la connaissance nomologique, la loi, les règles, et la connaissance pragmatique de la réalité concrète. Cependant, Weber n'a pas fait sienne cette opposition rigoureuse entre la théorie économique et l'approche empirique et ou historique. Selon lui, la formulation de lois abstraites des économistes théoriques, donc la modélisation par l'abstraction, n'est pas un moyen mais la finalité ultime du savoir. Weber n'adhérait pas à ce cantonnement des disciplines, ou à leur concurrence, mais avait plaidé pour leur collaboration. L'économie à elle seule ne peut résoudre les problématiques économiques. L'ensemble de ces théories abstraites devrait contenir la vraie réalité des choses, ce qui veut dire tout ce qui vaut la peine d'être connu dans la réalité. Weber admira la fécondité de la formalisation conceptuelle, qui clarifia la science grâce à des schématisations, mais cependant se fourvoya à prendre pour fin ce qui n'est que le moyen de la connaissance. Weber voulait défendre ce qu'il appelle la science de la réalité, le Wirklichkeitswissenschaft, car pour lui, la société humaine n'a jamais fonctionné selon des lois strictement rationnelles. La science sociale que nous nous proposons de pratiquer est une science de la réalité. En contrepartie, et c'est l'admirable dialectique de Weber, bien qu'il ait admis le bien fondé de l'approche par l'histoire, il n'a pas défendu aveuglément la position empiriste des historicistes. Aussi bien l'approche historiciste que celle de l'économie théorique se retrouvent selon Weber dans un concept déductiviste, et qu'ainsi les savants se soumettent et donc restent dépendants des règles préétablies avant de procéder à des recherches. En somme, la méthodologie weberienne s'attache à éclaircir les phénomènes dans une science contrainte à l'empirisme. 2. L'influence déterminante de Marx à la source du concept weberien. S'il est vrai que la pensée de Weber s'oppose sur bien de points de vue à celle de Marx, et que l'on puisse même parler d'analyse critique de la pensée de Marx, l'influence de Marx sur Weber n'en est pas moins indéniable. Ce n'est nullement une hérésie d'affirmer que non seulement Weber admira la puissante pensée de Marx, mais à bien des égards leurs interrogations et leurs réflexions présentaient une parenté et une similarité bien notables. Bien que l'analyse se concentre plus sur le concept du protestantisme et capitalisme, qui visiblement se heurte d'une manière générale à la pensée de Marx, l'ensemble des écrits de Weber démontre cette paradoxale proximité qui les lie. D'ailleurs, Weber reconnut que le monde intellectuel dans lequel nous vivons de son époque a été en grande partie formé par Marx et Nietzsche.
Colliotte-Hélène, 1990, a admirablement abordé leurs points communs. Ceux-ci se rapportent en premier lieu sur leur objet d'étude qui est le capitalisme, devenu la valeur référence de la vie moderne. On peut voir également leur forte proximité, notamment dans l'approche de la production des idées, des représentations et de la conscience. Selon Marx, la production d'idées part des hommes dans leur activité réelle pour aboutir à une analyse crédible. Ces idées proviennent exclusivement d'une réalité économique, que seule l'analyse économique peut appréhender et défricher. Weber s'attache aussi à cette science de la réalité. Le lien essentiel entre la théorie marxiste et Weber est que ce dernier va construire sa réflexion et son investigation en se positionnant par rapport aux thèses du matérialisme historique et économique. S'il est notoire que Weber n'adhère pas à l'analyse marxiste, sa particularité est qu'il n'en est pas pour autant l'antithèse, car il n'a pas renversé la thèse de Marx. Il a, au même titre que ce dernier, abandonné toute analyse transcendantale des faits et des idées. La réalité reste la pierre angulaire de toute analyse savante. De cette analyse réaliste, découle l'approche de cette rationalité occidentale qui n'est cependant pas soumise aux seules conditions économiques ou rapports économiques, mais est également en interaction avec le sens que les hommes donnent à leur activité. Pour lui, l'action économique fait partie intégrante des activités sociales. Selon Weber, une activité est économique dès lors qu'elle est orientée en fonction de ce qui permettra de réunir des prestations utilitaires convoitées, ou d'estimer des chances qu'il y a de pouvoir disposer de telles prestations. De ce fait, le capitalisme est une forme d'activité économique particulière, ce qui sous-entend que l'économie ne se limite pas au capitalisme. Pour analyser l'économie comme activité, en sus de l'analyse économique stricto sensu, il faut voir également celle de la mentalité économique, l'orientation et la signification que peut revêtir l'action économique pour les agents. Si Weber critiqua l'interprétation économique de l'histoire par Marx, c'est fondamentalement parce que ce dernier fut l'une des principales sources de son inspiration. D'ailleurs, dans ses écrits sur l'histoire économique, il reprit certaines réflexions importantes de Marx comme la détermination de l'origine du capitalisme dans le plein développement de l'économie marchande. Il est très opportun de parler de l'empreinte de Marx sur la pensée de Weber. Si l'un des apports essentiels de Weber dans l'analyse de la socio-économie est son approche de la problématique de la rationalisation en général et en sus du rationalisme occidental, l'influence de Marx en est aussi déterminante. Il s'agit d'un élément particulier identifié par Marx comme la Versachtlichung, littéralement la chosification. La rationalité de Weber renvoie également à la chosification de tous les aspects de la vie sociale. Il s'agit entre autres de l'impersonnalité des rapports sociaux, de la bureaucratie, de l'administration politique, mais également des relations économiques et commerciales. Si Marx situe la perversion des rapports sociaux essentiellement dans l'économie, Weber en tant qu'hétérodoxe va au-delà de la question exclusivement économique, mais cela ne minimise pas leur parenté de réflexion. Marx parle d'aliénation, dans le sens économique de son analyse, pour aborder la division du travail, sous l'autorité du marché qui est la cause de la pétrification de l'activité sociale en une puissance objective, qui domine l'homme et qui échappe à son contrôle. Cette puissance, cette force productive décuplée n'apparaît pas à ces individus comme leur propre puissance conjuguée, car la coopération n'est pas volontaire mais naturelle dictée par l'intérêt, mais comme une puissance étrangère qu'ils ne maîtrisent plus. Weber, quant à lui, parle de rationalisation qui est plus extensive dans les sciences humaines, et qui se retrouve dans le rapport de l'homme aux différentes sphères de l'action et se manifeste dans chaque sphère, la politique comme dans l'économie, etc., en déployant une logique de fonctionnement qui lui est propre. Il est toutefois à noter que Weber, en admettant cette thèse, n'a pas pour autant réfuté l'impact institutionnel de la religion sur l'individu. Selon Colliotte-Hélène, 1990, de leurs analyses respectives, mais sensiblement apparentées, découle une acception du modernisme qui non seulement s'écarte de la pensée qui fait allégeance à la transcendance, mais est à la source du matérialisme essentiellement économique pour Marx et plus généralisé pour Weber. En tout état de cause, Weber est redevable à Marx dans sa méthodologie réaliste. Selon M. Lowy, 2002,
Marx et Weber ont communément vu une certaine irrationalité substantielle dans le capitalisme, une irrationalité qui n'est pas contradictoire avec une rationalité formelle ou partielle. La recherche du bonheur terrestre, ou plutôt sa justification ou sa légitimation, du moins sa déculpabilisation, a influencé l'affaiblissement du contrôle direct de la religion sur la vie de l'homme en quête d'une amélioration de sa condition de vie, ne serait-ce qu'en Occident. C'est ce qui a favorisé le développement du capitalisme, et c'est dans ce sens que les deux penseurs se rapprochent. Il s'agit de la critique d'une interprétation idéaliste de l'histoire, qui inclut l'économie. Mais Weber s'est singularisé par sa propre méthodologie d'analyse, qui n'a pas arrêté de susciter des réactions. Pour Weber, la problématique de l'extension du capitalisme ne prend pas racine dans l'origine du capital, mais dans celui du développement de l'esprit du capitalisme. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître quant à son refus de la réflexion par la transcendance, c'est dans le contexte religieux qu'une éthique a transformé le système capitaliste de société traditionnelle à un capitalisme moderne, notamment avec une rationalité instrumentale. Si Marx dénie toute légitimité d'un rôle indépendant de la sphère religieuse dans la formation de la société bourgeoise et capitaliste, Weber reconnaît une certaine autonomie de la pensée et de la morale religieuse vis-à-vis de la sphère économique, et qui pourtant constitue une influence prépondérante sur la société bourgeoise. C'est l'un des paradoxes weberiens. Si la recherche expresse de l'amélioration d'un niveau de vie semble atténuer l'impact de la religion sur l'homme, une certaine poursuite d'un idéal religieux semble favoriser le capitalisme, quand bien même ce dernier n'en soit point le but ultime. Weber parle du concept d'affinités électives, car il n'y a ni idéologie apologétique ni incitation directe, qui pourrait désigner la religion comme à l'origine de l'accumulation capitalistique. C'est cette approche qui l'éloigne définitivement de Marx, car il va s'intéresser à l'articulation entre l'éthique religieuse et les comportements économiques. Selon lui, il est important de recourir à des facteurs extra-économiques, pour rendre compte de la rationalisation sociale qui structure la modernité. 3. Comparaison entre Weber et la théorie classique de base. 3.1 Weber n'est pas contre le capital. Marx fut à la source de l'inspiration weberienne, c'est un fait indéniable, mais si certains de leurs sujets d'étude et de leurs préoccupations sont notablement proches, leurs interprétations du capitalisme et leurs réflexions sur le sujet restent fondamentalement différentes. L'animosité de Marx envers le capital ne se retrouve pas dans la pensée de Weber, qui voit dans le capital une conséquence d'une tendance culturelle, à la base même de son postulat sur le protestantisme et capitalisme qui sera vu plus en profondeur. Marx trouva en la révolution du prolétariat la solution réaliste et idoine aux problématiques liées au capitalisme. Weber, quant à lui, est plus ambivalent, n'estimant pas nécessaire de formuler une quelconque résolution au problème. Ainsi s'abandonna-t-il à la résignation ou plutôt trouva-t-il que le système capitaliste, à défaut d'être le meilleur, reste le moins mauvais, tant dans le mode de production que dans l'administration et qu'une autre alternative relève de l'aléatoire. Si Marx s'intéressa à l'extraction de la plus-value sur laquelle selon lui repose le capitalisme, l'attention de Weber se focalisa sur autre chose. Une exploitation capitaliste rationnelle est une exploitation dotée d'un compte en capital, c'est-à-dire une entreprise lucrative qui contrôle sa rentabilité de manière chiffrée au moyen de la comptabilité moderne et de l'établissement d'un bilan. Si le capitalisme peut être détecté à travers différentes périodes de l'histoire, selon Weber, il ne prend sa place prépondérante que dans la société occidentale de la seconde moitié du XIXe siècle quand l'usage d'un compte rationnel du capital fut admis comme la norme de la pratique moderne de l'économie, et qui est, selon lui, le critère décisif de l'économie capitaliste quand bien même d'autres conditions qui l'accompagnent devraient être présentes, le cadre juridique, le marché libre, le travail libre. Weber s'intéressa au plus haut point à l'entreprise, dont il préconisa la rationalité de son mode de gestion qui permet l'accumulation du capital, et c'est pour cela que son analyse s'écartera désormais définitivement du concept marxiste qui estime que les catégories économiques marchandes, peut-être qu'il s'agit du fameux marchand manufacturier d'Adam Smith, sont vouées à disparaître dans une économie communiste.
Pour résumer la position de Weber vis-à-vis du capital, c'est que celui-ci faisait partie intégrante de son identité et celle de sa famille. Il ne fut ainsi nullement un révolutionnaire. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'attitude de Weber envers le capitalisme est équivoque, voire en apparence contradictoire. Quoi qu'il en soit, Weber fut indiscutablement favorable au capital privé. C'est en vertu de cette démarche, de cet esprit du capitalisme, effort du particulier à épargner que Mandrara constate la lignée de la pensée économique de Weber en ligne droite de la conception smithienne. 3 points de Weber et l'offre. La théorie économique classique accorde une importance primordiale à l'approche par l'offre dans la compréhension de l'enjeu économique. Ricardo, Milne et surtout Jean-Baptiste Say avaient étudié ou supporté cette théorie, et c'est de cette approche qu'est née la fameuse loi de Say appelée encore la loi des débouchés qui souligne l'antériorité de la production dans l'ouverture des débouchés aux produits. Point n'est besoin de revenir sur la polémique qui entoure cette affirmation amplifiée par l'interprétation critique de J. M. Keynes, qui a traduit le terme en l'offre crée sa propre demande, et qui ne transmet pas l'entière signification de la loi de Say. Il ne s'agit point ici de se focaliser sur le jugement par la surproduction de cette théorie. Il est question de s'intéresser au postulat de base qui signifie que l'offre précède la demande, et que l'existence même de la première suscite la naissance de la seconde. Sur ce thème précis, l'analyse de Weber peut y trouver un point de comparaison. Max Weber reste attaché aux argumentations d'ordre empirique, et il adopta la ligne analytique de la théorie économique. Pour lui, l'entrepreneur réveille et dirige dans une large mesure les besoins du consommateur, pour peu que celui-ci soit capable d'opérer des achats. Cette optique d'analyse de l'économie par l'offre est caractéristique de la pensée classique. D'ailleurs, Max Weber soutient que dans l'économie capitaliste, les habitudes de se nourrir et de se loger sont en fait grandement déterminées par l'offre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.